Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver ce mercredi 16 novembre avec un petit café, un thé, un chocolat, bref, quoi que ce soit, pour se sentir bien. Alors pour, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis, Cédric Bonny, enseignant, formateur et j'animerai aujourd'hui ce 3e épisode de notre série de webinaires BIMP Éducation, groupe LDLC, consacré aux usages pédagogiques innovants. Alors, on se retrouve, comme prévu ce mercredi, pour discuter ensemble de l'intérêt de changer de posture en classe lorsque l'on est professeur. Alors, on va voir justement ce qu'on appelle changer de posture concrètement, les avantages qu'on peut en tirer auprès des élèves et en quoi cela peut représenter aussi un défi. C'est pas toujours évident, donc on va essayer d'étudier un peu tout ça et de visiter en fait des techniques, des outils pour en connaître un peu plus. Alors, je rappelle le format de ces webinaires. Vous pouvez poser vos questions, réagir à son contenu en temps réel et bien entendu, si vous n'avez pas pu vous libérer, l'intégralité de chaque session sera disponible en rediffusion sur nos différents canaux, notamment sur notre chaîne YouTube BIMP, à laquelle évidemment je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur Twitter avec le fil BIMPRO LDLC. Je mettrai tous les liens dans le chat pendant le webinaire, rassurez-vous, ce sera rappelé. Alors, nous nous retrouvons en moyenne 2 mercredis par mois pour échanger autour de vos pratiques, parler usage, parler de pédagogie au sens large, avec des invités qui ont une forte expérience de l'enseignement et qui sont prêts à faire bouger les choses. Et avant d'accueillir notre invité du jour, Nicolas Olivier, je voulais juste, alors une fois n'est pas coutume, partager une petite expérience personnelle. Euh, on est en train de traiter d'un sujet justement qui nous concerne tous lorsqu'on est enseignant. Et donc, voilà, je voulais vous présenter ça parce que ça me paraissait peut-être important de remettre en perspective un type d'expérience qui peut-être que vous allez vous retrouver dedans, dans cette expérience-là. Alors moi, j'ai commencé à enseigner en 2003. Alors, je me souviens, en physique-chimie, au collège, au lycée. Et ces dernières années, j'ai également enseigné en spécialité NSI, en cycle terminal. Donc, alors, quand on commence, vous avez sans doute vécu, même si on a suivi une formation initiale, on apprend beaucoup sur le tard, en fait. Donc, naturellement, les cours de sciences que je proposais à mes élèves s'approchaient pas mal de ce que moi, j'avais reçu au cours de mes études. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas mal de cours magistrales, avec éventuellement quelques activités saupoudrées par-ci par-là, des exercices d'application, des exercices d'approfondissement, quelques travaux pratiques aussi pour confirmer les lois et les principes étudiés. Bref, quelque chose en fait de très descendant où le maître apprend à ses disciples avec cette ambition sacrée de remplir tous ces jeunes cerveaux de connaissances dont lui seul a le secret, quoi. Enfin, lui seul ou son manuel d'ailleurs. Je me suis rendu compte en fait au fil des années que c'était pas forcément l'idéal. Et même si j'ai toujours aimé transmettre mes connaissances, j'avais pas l'impression de le faire bien, en fait, tout simplement. Donc, je me suis pas mal remis en question sur ma façon d'aborder mon enseignement. Alors, ça n'a pas été facile et ça a pris du temps. Alors, petit à petit, j'ai essayé d'ajouter quelque chose d'autre à mes séances, une amorce un peu plus attrayante, une mise en contexte avec, par exemple, même des éléments de ma propre expérience personnelle. Je partais en vacances, je sais pas, je voyais les mouvements des vagues et puis je me disais, tiens, on va filmer ça et puis on va étudier le mouvement de la houle au niveau des ondes, voilà, par exemple. D'autres façons d'évaluer aussi. Et surtout aussi la mise en valeur des compétences des élèves, au même titre que leurs connaissances. C'est-à-dire que pour moi, ça avait maintenant autant d'importance, évidemment en particulier dans ma matière, lors des travaux pratiques, par exemple. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Ce n'est pas pour étaler ma vie, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, j'en apprends encore, en fait, et suis très loin d'avoir atteint la perfection, si tant est qu'elle existe, bien sûr. Mais je peux remarquer que mes élèves
semble beaucoup plus avec moi en classe, et qu'il soit en quatrième ou en terminale. C'est-à-dire que je vais sentir qu'il se focalise beaucoup plus sur les notions à maîtriser, on va dire, que sur une simple approche scolaire d'apprentissage, c'est-à-dire, en gros, apprendre parce qu'ils doivent apprendre, parce qu'on leur a dit d'apprendre, quoi. Et même si on est tenu par les échéances académiques, le brevet, le bac, qu'on pense qu'on n'aura pas le temps de boucler le programme, bah, on peut vite s'apercevoir qu'en proposant une autre façon d'enseigner, en rajoutant des petites briques comme ça, bah, on finit par gagner du temps, sur notre progression et on peut réussir à donner, tous les savoirs et les savoir-faire pour préparer au mieux les élèves. Alors, il existe d'ailleurs, plein de modèles pédagogiques, hein. Il y a la pédagogie de Freinet, Montessori, l'approche ludique, l'approche pragmatique, bref, la liste est super longue et c'est pas toujours évident d'imaginer, en fait, des situations concrètes pour les mettre en pratique. En tout cas, on n'aura pas le temps dans ce webinaire. Il faudrait sans doute un séminaire d'une semaine entière aux Bahamas, pour couvrir tous ces sujets. C'est une idée d'ailleurs, il faudrait y penser. Mais bref, alors j'arrête là ma petite intro pour justement laisser la parole à Nicolas Olivier, qui est professeur d'éducation musicale, formateur, référent numérique dans l'Académie de Toulouse et jukebox à ses heures dès qu'on lui met une guitare entre les mains d'ailleurs. Alors Nicolas, salut et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu vas donc nous expliquer ce que c'est de changer de posture en classe, bah, quel en est l'intérêt, en quoi ça peut représenter un défi et aussi, bah, j'imagine que tu vas nous donner, bah, des outils pour aider, notre public à y voir un petit peu plus clair. Donc, je te laisse, la parole est à toi Nicolas, c'est parti. Eh bien, merci. Donc, bonjour à tous. Et effectivement, je viens juste de régler mon dernier petit souci technique. Donc, tout va bien. Et nous aurons une très belle image à partager sur le changement de posture en fin de formation. J'espère qu'on va la récupérer. Tu regarderas tes messages, Cédric, pour partager ça. Tes OK. messages, e-messages. Et donc, alors, je vais partager mon écran tout de suite pour pouvoir rentrer dans le sujet. Donc là, normalement, vous voyez une carte mentale. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est bien le Ok, cas. Je super, viens de parfait. voir le message. Voilà. Donc, Cédric, justement, introduisait en disant bah, pourquoi, effectivement, changer de posture. Alors moi, bah, je vais vous questionner directement là-dessus. Qu'est-ce qui vous pousserait, vous, à changer de posture? Alors, dans le chat, je vous laisse quelques instants. Puis moi, je vous donnerai ce qui, moi, m'a poussé à changer de posture et ce qui, moi, m'a conduit à faire toute cette réflexion qu'on va découvrir ensuite ensemble. Donc, du coup, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous pousserait à vouloir changer de posture aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous a poussé à changer de posture à vous dans le passé? Alors, Cédric l'a déjà un petit peu détaillé. Alors, je vois que ça écrit là. Ouh là là, ouais, on a plein de participations. Alors, je vois Sébastien, Laurent, Françoise. Alors, Sébastien, le seul qui vieillit dans la classe, c'est moi. Ok, bonne motivation pour changer de posture. Laurence, effectivement, nous dit impliquer les élèves Ouais, dans le cours. ouais. Ouais. Pareil Ah, aussi pour Cécilia. c'est intéressant. Françoise, rendre les élèves acteurs de leur apprentissage. Bien, ouais, effectivement aussi, hein. Donc, Ouais, j'arrête le tout à partage en fait. attendant. Le temps d'attention des élèves qui diminue, ouais. Très Mmh. très bien ça Ouais. aussi. Bon, on a quelques réponses. Et ouais, je viens d'accueillir 3 nouvelles Trois personnes qui nouveaux. arrivent là. Ouais. Il faut rester dans leur flux de vie, nous dit Ah! Sébastien Werber. Très, Ouais, leur flux de très vie. joli terme. Mmh. Effectivement, ouais, rester dans leur flux de vie, c'est pas mal ça, donc Voilà, un certain nombre de pistes en tout cas. ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ben, vous n'êtes pas du tout parti sur ce qui, moi, m'a poussé au départ en fait à changer de posture. Donc, ça va être très intéressant justement. Et
Alors, hop, voilà. Donc là, normalement, à nouveau, vous voyez mon écran. Moi, ce qui m'a poussé à changer de posture au tout départ, et très vite dans mon enseignement, en fait, dans mes toutes jeunes années, c'était rompre avec la courbe de Gauss et la constante macabre. Alors, j'appelais pas ça comme ça au départ, mais je m'en suis rendu compte par moi-même, me rendre compte qu'en fait, bah, il y avait dans la façon dont on m'avait appris à enseigner, cette constante macabre. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement, c'est l'idée d'avoir constamment un petit peu d'élèves en difficulté, une très grosse majorité d'élèves moyens et enfin une dernière partie d'élèves très bons en pleine réussite. Et donc moi j'ai constaté ça en fait dans mes évaluations et je décantais en me disant mais c'est pas possible, comment se fait-ce que j'ai toujours ça dans mes évaluations, dans n'importe quelle classe, dans n'importe quel niveau, j'ai toujours cette majorité d'élèves moyennas bons, et Mmh. puis quelques élèves toujours en difficulté, et puis souvent toujours les mêmes, et puis ces élèves en réussite. Bon. Et donc, j'ai commencé à chercher et à justement vouloir faire en sorte, mon postulat, c'était vraiment de me dire, mais je veux que tous mes élèves réussissent. Et quelque part, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire impliquer les élèves dans le cours. L'objectif final de les impliquer, c'est qu'ils construisent des compétences. Donc, in fine, c'est un petit peu quand même la même chose. Et puis, effectivement, vous l'avez très bien dit, après, toutes ces questions de temps d'attention, bah, ça compte aussi énormément dans le fait de se dire comment je fais pour les impliquer, pour qu'ils réussissent. Si je n'ai pas leur attention, en fait, ils suivent pas le cours et donc ils vont, entre guillemets, pas réussir ou échouer. Mmh. Et donc, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé sur Twitter, en fait, hein, pour raconter ma vie, et j'ai découvert plein de choses passionnantes sur notamment la classe inversée. Un des éléments que j'ai rencontré à ce moment-là, c'était ça. Et c'est posé à moi à ce moment-là, je ne le voyais pas comme ça, mais une problématique, c'était comment je peux plaquer le modèle de la classe inversée que je voyais sur Internet, en fait, à ma pratique, puisqu'il y avait peu de profs de musique qui faisaient de la classe inversée. Puis surtout, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai essayé de faire le fameux cours à la maison. Donc, je faisais des capsules que les élèves devaient voir à la maison, et puis en classe, eh bien, on devait, à partir de cette capsule, travailler. Sauf que dans les faits, bah, étant la dernière roue du carrosse en éducation musicale, j'ai pas pu vraiment avoir une réussite de ce modèle-là parce que les élèves consultaient pas forcément les vidéos, ne remplissaient pas forcément les questionnaires. Il faut dire aussi que à ce moment-là, je vous parle des années 2012 à peu près, donc Internet n'était pas aussi bien réparti, puis j'étais dans un collège rural chez tous les élèves, donc c'était pas ce qui fonctionnait. Et donc je me suis mis à réfléchir là-dessus en me disant mais est-ce que je peux vraiment plaquer un modèle de posture? Alors là je prends la classe inversée, mais c'est valable après pour tout, c'est-à-dire que même le plan de travail, ça m'a toujours passionné. Je me suis dit ah, j'aimerais beaucoup le faire, mais en fait pour l'instant, j'arrive pas à plaquer le modèle du plan de travail tel qu'il est théorisé, j'ai envie de dire, et l'appliquer complètement à ma classe. Et c'est ça la première chose sur laquelle je veux vous interpeller et vous amener à réfléchir, c'est effectivement, est-ce qu'on peut véritablement plaquer un modèle tel qu'on le rencontre? Ben non, enfin moi en tout cas je pense que non. J'ai rajouté, voilà, peut-on transposer tel quel un modèle existant dans sa pratique? Moi, à mon sens, et peut-être j'enfonce des portes ouvertes, donc arrêtez-moi, je passe tout de suite à la suite, eh bien on est obligé de sortir du dogme en fait de la posture telle qu'elle nous est proposée. Donc je parle de classe inversée, de plan de travail, ce genre de choses-là. Autre, hein, évidemment, il y a la classe flexible, il y en a plein. Et on est obligé d'avoir voilà, plusieurs niveaux d'adaptation. Moi, je parle du contexte, c'est-à-dire déjà votre établissement. Est-ce que vous êtes un établissement public, privé, rural, de centre-ville? Le public compte énormément. La taille aussi de l'établissement compte énormément. Moi, je vois bien entre un établissement énorme dans lequel j'étais encore l'année dernière et un tout petit sur lequel je suis toujours cette année, c'est pas du tout la même chose. La matière, évidemment, le niveau. Parce que effectivement, il y a des niveaux qui vont davantage s'y prêter. Je ne vais pas détailler ça parce que je pense que c'est évident pour tout le monde. Et puis enfin, votre personnalité. C'est-à-dire, typiquement pour la classe inversée, est-ce que vous sentez de créer des vidéos et vous mettre en scène, ou est-ce que vous allez utiliser les vidéos d'autres collègues? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser avant même de se lancer en fait véritablement dans un changement de posture. Et, euh, et une fois qu'on s'est posé ces questions-là et qu'on a essayé de comment dire, faire une première analyse déjà de ce que cette nouvelle posture pédagogique peut nous apporter,
pour moi, vient après le temps de l'appropriation. C'est-à-dire, toujours pareil, hein, l'appropriation à son contexte, à sa personnalité et à ses compétences, on y viendra un petit peu après. Donc là, j'ai repris tout ce que je disais, en ajoutant quand même les espaces, parce que qui dit classe inversée, qui dit îlot, qui dit coopération, par exemple, qui dit classe flexible, dit aussi une gestion de l'espace qui est différente. Est-ce que on dispose de sa propre salle? Moi, pendant longtemps, j'ai pas disposé d'une salle de musique. Maintenant, j'ai la chance d'en avoir une. Donc je peux l'organiser comme j'en ai envie au niveau de ces espaces. Et donc, ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc forcément, si vous voulez faire du travail en îlot, mais que vous ne pouvez pas enlever votre salle en autobus, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, il faut la changer à chaque fois, ça demande de l'énergie. Bon, c'est donc des contraintes qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir mettre en place éventuellement cette posture. Et puis après, bien sûr, le matériel, ça compte plus ou moins, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un peu de... On ne peut pas tout réduire au fait d'avoir ou pas du numérique, mais c'est vrai que dans mon changement de posture, et ce dans quoi je rentrerai un peu après, c'était fondamental d'avoir effectivement du matériel numérique. C'est ce qui me manquait cruellement au départ, et c'est ce qui a vraiment permis à ce changement de posture, en tout cas dans ma classe, de s'effectuer, c'était de tirer parti de ces outils. Mais c'est pas consubstantiel non plus, c'est-à-dire qu'on peut aussi adopter une posture de classe coopérative quand on n'a pas d'équipement numérique. Il ne faut pas s'arrêter à ça en disant, voilà, j'ai pas d'équipement numérique, donc je peux pas faire de plan de travail, donc je peux pas faire de classe coopérative. Non, je pense que c'est faux. Et dans le chat, vous intervenez, vous corrigez si je dis des bêtises, mais en tout cas, ça, c'est ma proposition. Et je suis très ouvert à la discussion. Et d'ailleurs, pareil, hein, si tu veux, Cédric, intervenir, t'hésites pas. Oui, bien sûr, oui. Bon. Donc la personnalité, j'en ai déjà parlé, s'en sent-on capable, alors je détaillerai ça un petit peu après, mais effectivement, non, c'est là en fait, se sent-on capable, voilà. Déjà, quand on parle de posture pédagogique, ça veut dire, dans un sens, déjà d'abandonner la posture magistrale. Est-ce qu'on s'en sent capable? Est-ce qu'on se sent capable de laisser les élèves devenir acteurs de leurs apprentissages comme vous l'avez proposé? Est-ce qu'on se sent capable de créer des vidéos? Je disais ça, voilà, d'entendre sa voix, d'assumer de créer du contenu qui reste. C'est-à-dire que si on met la vidéo en public, ça veut dire que tout le monde peut la voir. Et on a aussi les IPR qui peuvent la voir. On a aussi nos pairs, nos collègues disciplinaires qui peuvent la voir. Là, dernièrement, j'ai sorti une vidéo, par exemple, qui s'appelle «Qu'est-ce que le rythme?» Eh bien, j'ai un élève enfin pas un élève, pardon, j'ai un collègue sur Facebook qui me dit oui, mais moi je l'explique pas comme ça, je pense ci, je pense ça. Eh bien, je trouve qu'il a tout à fait raison et son commentaire était tout à fait constructif et ça m'a permis d'évoluer dans ma vision. Mais voilà, ça c'est 10 ans après avoir créé du contenu. Au départ, quand on me faisait des commentaires comme ça, je le prenais super mal et je le prenais comme une attaque personnelle. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir ce recul-là de me dire en fait, les gens ne vous veulent pas forcément du mal, ils veulent juste donner leur avis et parfois ça peut être pertinent et là en l'occurrence ça l'était. Mais il faut quand même arriver à l'accepter ça et à le gérer, en fait, à pas se sentir justement attaqué, visé. Et donc, voilà, si on commence à créer de la vidéo, qu'on la met en public, déjà nos élèves vont la voir, quelle est l'image qu'on va donner. Encore une fois, là, je viens de diffuser une vidéo à mes troisièmes, la première vidéo que j'ai créée en 2016, le 2 novembre 2016, donc il y a 6 ans. Le gap qu'il y a entre les vidéos d'aujourd'hui et de maintenant est énorme et je trouve que ma vidéo est très malaisante et en même temps, ça me fait sourire parce que je me dis, bah, c'est beau de voir le chemin parcouru. Et le contenu pédagogique est toujours bon, en fait. C'est juste la forme qui a beaucoup changé. Donc, mes élèves se sont beaucoup, évidemment, moqués de moi. Mais en même temps, ça fait partie du jeu et moi, je le vis très bien. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi, notamment pour la classe inversée. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, se voir en vidéo, s'entendre, c'est quand même aussi un sacré truc. Se mettre en scène, c'est pas pour tout le monde. Moi, je crois vraiment que tout le monde n'est pas appelé, entre guillemets, à faire ça. Et il faut se respecter soi-même et se dire, c'est pas parce qu'il y en a qui le font très bien qu'il faut absolument que je le fasse. Non, moi au contraire, il y a plein de vidéos que je prends de chez mes collègues parce que je les trouve mieux que les miennes ou alors parce que je trouve que vraiment, ils ont fait un objet très très bien et j'ai pas besoin d'en faire une parce que la leur est très bien. Et c'est pareil pour vous, hein. On n'est pas tous obligés de faire le foufou sur, sur Internet. Voilà. Alors, se sent-on capable encore de quitter la croyance de la synchronicité? Alors, j'ai cherché, ce mot existe. Dans la phase d'apprentissage des élèves. Donc, ça, c'est typiquement très proche de la posture magistrale, c'est-à-dire de croire que les élèves vont apprendre en même temps au même rythme. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un des moteurs du changement de posture pédagogique, c'est de me dire et de me rendre compte dans ma classe chaque jour
que mes élèves n'apprennent pas à la même vitesse et que au travers des différentes activités que je vais faire dans une séquence, dans un chapitre, il arrive très souvent que les élèves ne comprennent vraiment la notion que je leur apporte qu'à la fin du chapitre, alors que en amont, pourtant, dans les séances d'avant, ils ont été évalués dessus. Donc, d'un point de vue de la connaissance, ils connaissent la notion. Du point de vue de la perception, ils sont capables, comme je suis prof de musique, de l'entendre dans la musique, mais ce n'est que lorsqu'ils la créent eux-mêmes qu'ils arrivent à prendre conscience souvent de ce que signifie le rythme, la pulsation, ce genre de choses-là. Et donc, ça montre à quel point il y a des temps différents pour chaque élève d'apprentissage. Il y en a vraiment qui vont le choper tout de suite, et il y en a qui ont besoin d'un itinéraire et d'aller dans ce qu'on appelle la tâche complexe pour vraiment aller finement dans la découverte et la compréhension de la tâche, enfin de la notion, pour justement véritablement comprendre en fait et apprendre en profondeur le contenu. Et ça, ça nécessite de lâcher prise en fait et d'arriver à accepter que il y a un temps pour chacun qui lui est propre, quoi. Et là, je fais appel à une vidéo que j'avais faite avec Sylvain Connac, sur justement l'acte d'apprendre, et il le montrait bien, il disait vraiment cette idée aussi de maturité de chaque élève qui est différente, et donc qui va avoir son propre temps d'apprentissage. Mais pour pouvoir laisser ce temps-là aux élèves, il faut changer de posture, c'est-à-dire leur accorder justement ce temps-là et organiser des choses en classe pour cela. Donc on y reviendra après sur comment pouvoir mettre en place tout ça. Et puis ensuite, se sent-on capable d'expérimenter, tout simplement, c'est-à-dire se mettre en difficulté face aux élèves, essayer des choses et accepter que ça ne marche pas, et puis ensuite faire des erreurs, quoi, tout simplement, hein, puisque quand vous allez changer de posture et quand vous allez essayer des choses, forcément, il y en a qui vont marcher et il y en a d'autres qui vont pas marcher. Alors, vas-y, Et vas-y. ça, ouais, justement, ça c'est super important, je trouve. On n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient, et les élèves auront plus justement d'intérêt et de compréhension si vous essayez des choses, en fait, en général, que si vous restez sur des modèles, on va dire, plus classiques. La plupart du temps, ils apprécieront, même s'il y a des erreurs, si vous n'avez pas réussi votre séance comme vous vouliez, ils vont apprécier ça quand même. Ils vont apprécier d'avoir essayé, tout simplement. Mm. Là-dessus, c'est vraiment très important, ça, de pouvoir se mettre en difficulté sans crainte, en fait. C'est C'est comme ça ça. qu'ils fonctionnent, eux, en fait, la plupart du temps. Ouais. Alors après, moi, je nuance ce que tu dis en disant, moi, j'ai quand même toujours une petite crainte. Mmh. J'ose le faire, mais j'ai quand même une petite crainte. Mais le tout, on y viendra juste après, c'est de leur dire, en fait, aux élèves, et de leur dire, aujourd'hui, on va expérimenter un truc, on va tester quelque chose, c'est la première fois que je le fais. Donc, potentiellement, il va y avoir des ratés. Et vous inquiétez pas, ça va pas vous mettre, vous n'allez pas avoir de mauvaises notes ou quoi, c'est juste que moi, j'essaye quelque chose, et si vous êtes OK, on va le faire ensemble. Et là, et je te rejoins, là, ils sont très Ouais. preneurs. Ils sont Mmh. très partants là-dessus. Ils aiment beaucoup Mmh. ce genre de choses-là et comment dire, cette honnêteté en fait Mmh. qu'on a avec eux. Et même parfois, ils donnent des conseils. Mmh. On y C'est vrai. reviendra. Mais voilà. Bon, après, l'appropriation, ça passe aussi pour moi par les compétences, c'est-à-dire que forcément, voilà, si on veut passer sur la classe coopérative, ou sur la classe inversée ou autre, hein, eh bien, ça nécessite quand même un minimum de construction de compétences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain se dire, allez, je vais faire de la classe inversée. Il y a quand même un certain nombre de choses, notamment la gestion d'une classe inversée, la gestion d'une classe coopérative, tout un tas de choses à instituer, un système de tutorat, le système d'entraide qui est fondamental. Et ça, il faut quand même s'y former. Et donc, la moindre, je pense, des choses, c'est déjà de se former à cette posture-là. Pour le dire autrement, au tout début de la classe inversée, on lisait des partages sur des blogs et on se disait vas-y, je vais tester moi aussi, et c'était très bien. Maintenant, il existe des formations qui sont institutionnalisées, qui sont gratuites en plus avec il me sort de la tête la plateforme de formation de l'éducation nationale, mais sur cette plateforme-là, il y a la formation notamment à la classe coopérative avec Sylvain Connac que j'ai suivi moi pour pouvoir justement me lancer moi aussi dans cette Magistère.
Voilà, merci. Tout à fait, Magistère, ouais. tout à fait, voilà, qui regorge d'informations. Et puis il y a d'autres organismes, évidemment. Il y a le PAF, pour ceux qui sont dans le privé, il y a Formeris, voilà, il y a des formations. Et c'est pas de trop de les suivre, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est toujours d'avoir l'échange qu'on peut avoir avec les autres collègues, l'échange avec le formateur, qui ont une expertise, une expérience, et qui ont fait des erreurs avant vous, et qui vont pouvoir, comme ça, vous les communiquer. Alors, je lis vite fait Sébastien qui dit à l'inverse, le numérique ne provoque pas le changement systématiquement. Ouais, tout à fait. C'est pas parce qu'on a du numérique que ça change clairement. Combien d'établissements, moi en tant que formateur Apple, on voit qui sont équipés et qui sont en fait qui stagnent tout simplement, qui font quelques petites choses mais qui n'avancent pas trop et surtout qui ne remettent pas du tout en question leur posture pédagogique. Donc, on est quand même toujours dans du frontal, dans du descendant, même avec ces outils-là. Donc, c'est un peu frustrant. Voilà, alors les postulats de Burns, je confesse, Clémence, que je ne connais pas. Je sais pas, tu sais ce que c'est, toi? Cédric, tu connais les postulats de... Mais justement, non, et ce serait peut-être intéressant. Est-ce que Clémence souhaite nous partager ce qu'elle sait des postulats de Burns? Ça serait très intéressant. Je vais te laisser la parole. Clémence, alors je cherche, voilà. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Clémence. Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, en fait, ça rejoint ce que tu disais, Nicolas, sur la synchronicité, en fait, que tous les élèves n'apprennent pas en même temps. Et en fait, c'est très facile à trouver, hein, les postulats de Burns sur Internet. Et en fait, ça dit clairement qu'il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse, qu'il n'y en a pas deux qui utilisent les mêmes techniques, qu'il n'y en a pas deux qui ont les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes profils et qui ne sont pas tous motivés en même temps. En fait, du coup, ça rejoint, c'est pour ça que je me suis permise de mettre ça, parce que ça rejoint tout à fait ce que tu disais sur cette synchronicité et qu'ils ne sont pas tous dans les apprentissages de la même façon, au même moment. Et voilà, donc il y a 7 lignes, hein, c'est 7 postulats, et c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête quand on fait cours, justement. Je vais le mettre en lien, justement, dans le chat. Merci, Ouais. merci Clémence. Et coucou. Oui, coucou Cédric. Merci beaucoup pour le partage, ça rassure. Ça veut dire que ce qu'on découvre de façon empirique a été théorisé par d'autres, c'est très bien. Ouais, et juste, je me permets juste, tu sais, j'avais mis quand tu disais le travail en îlot, moi c'est vrai que je travaille toujours en îlot et ça prend rien du tout, hein, les élèves le savent à chaque heure de cours, et pourtant la salle est disposée en autobus, là, comme tu dis, et finalement, ils le savent, en 20 secondes, les tables sont mises et on est au travail, donc c'est pas un frein en fait, il faut pas se dire, mince, et je te rejoins quand tu dis que finalement les élèves sont hypersensibles aux méthodes d'apprentissage différentes, voilà, on travaille différemment et ils y sont sensibles en fait. C'est ça. Ouais. Oui, et après, ce que tu dis, finalement, c'est qu'il y a une routine qui est installée et qui fait que les élèves savent ce qu'ils doivent faire, quand, comment, et se mettre tout de suite au travail. Et ça, c'était un retour que... Enfin, moi, j'ai des gens qui viennent me voir souvent dans ma salle, donc des collègues de musique ou pas, d'ailleurs, donc régulièrement. Et souvent, ce qui revient, c'est impressionnant. Tes élèves, en fait, ils se mettent tout de suite au travail, ils savent tout de suite ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et du coup, moi, j'avais jamais remarqué ça. Et c'est un regard extérieur qui m'a fait prendre conscience de ça. Et je me disais, bah oui, je n'avais pas théorisé ou pris conscience, mais effectivement, oui, ça rejoint complètement ce que tu dis. On a développé des routines qui font que, voilà, on lance une activité, bam, les élèves s'y mettent et ils connaissent le process, ils connaissent les outils, ils connaissent voilà tout. Et c'est vrai que, bon, là, on parle déjà de la posture qui est déjà bien assise. Hein. Mais c'est vrai de dire, c'est important de dire que c'est pas parce que voilà, on tente des postures, je dirais, ambitieuses, que ça veut dire aussi que c'est très compliqué à mettre en œuvre en classe. En fait, non, il y a ce métier d'enseignant, de professeur, justement, qui est de créer des conditions d'enseignement favorables pour ses élèves et des conditions en réussite, donc avec des routines, ce genre de choses qui permet à l'élève tout de suite de savoir où il va. Donc super. Donc je rentre après dans l'expérimentation. Et là, donc là, ça c'est un peu ma grille, c'est ma cuisine que j'ai un petit peu théorisée pour vous. Je pense qu'un jour j'en ferai soit un fichier Excel, soit vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est un petit peu ma grille à moi quand je vais tester quelque chose en fait que j'ai fait de façon empirique. Donc il doit manquer des choses et tout, mais justement vous me direz. Donc une fois qu'on a quitté cette dogmatique de la posture et qu'on
qu'on s'est vraiment approprié une posture pédagogique, ou en tout cas qu'on a réfléchi en se disant, bon, je peux pas complètement faire, pour moi, par exemple, une classe coopérative et un plan de travail, ou en tout cas, je m'en sens pas prêt aujourd'hui dans ma classe. Voilà, je me dis, je peux prendre ça, je peux prendre ça. Donc moi, pour moi, ça va être, je peux prendre l'entraide, je peux prendre donc le tutorat, je peux prendre la feuille de route, mais pas forcément le plan de travail pour l'instant. Et ben, je vais justement en amont aller un petit peu plus loin en me disant, bon voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Est-ce que je dois tout changer? Est-ce que tout ce que j'ai construit depuis toutes ces années, ça doit être différent? Ma progression, est-ce qu'elle doit complètement changer? Mes activités, est-ce qu'elles doivent changer? Mes évaluations, est-ce qu'elles doivent changer? Et surtout, est-ce que ça nécessite que je crée du contenu ou pas? Et ça, ça a été moi, personnellement, mon péché mignon. C'est-à-dire que dès que j'ai voulu rentrer dans une nouvelle posture, une des premières choses que j'ai faites, c'est créer du contenu pour mes élèves pour rentrer dans cette posture-là. Donc, par exemple, si je prends la classe inversée, bah, ça a été tout de suite de créer des vidéos. Si je prends la classe coopérative, ça a été tout de suite d'essayer d'imaginer un système d'entraide avec des ceintures, des badges, des trucs comme ça. Bon, il y a eu aussi tout le serious game avec les interfaces, là, ça me sort de la tête, mais bon, plein d'interfaces en ligne, créer des univers entiers pour les élèves, etc. C'est super, c'est passionnant, on y va à fond, mais avec mon recul et mon expérience, ben, je me suis rendu compte que c'est quand même peut-être pas mal d'y aller petit bout par petit bout, parce que on peut justement avancer à tâtons et donc tester, évaluer et dire ok, ça marche pas, je solidifie. Là, je crée du contenu sur ça parce que ça marche. Alors, j'anticipe un peu ce que je dis après, mais c'était important pour moi déjà de le dire parce qu'il y a la phase voilà, d'expérimentation. Est-ce que je vais expérimenter avec toutes les classes ou est-ce que j'en choisis une ou est-ce que je choisis un niveau? Voilà, moi j'avais tendance à vouloir faire ça partout, dans tous les niveaux. Vraiment, par expérience, c'est mieux de le faire avec un niveau et peut-être avec une classe. Ensuite, on l'a dit, hein, l'annoncer aux élèves, leur dire, bon ben voilà, aujourd'hui, on va faire une séance expérimentale. J'ai prévu une activité différente de ce qu'on fait d'habitude. Voilà comment ça va se passer ou comment j'aimerais que ça se passe. Et donc, bon, on y va, quoi. On présente la chose. Moi, maintenant aussi, je cadre dans le temps. C'est-à-dire que ça va pas forcément être tout mon cours. Je vais dire, bon ben voilà, on fait le chant comme d'habitude, mais après, on va tenter, on va faire une petite expérience. Ça, déjà, ça attise pardon, leur curiosité et c'est sympa parce qu'ils ont hâte de découvrir la nouveauté, comme toujours. Cadrer dans l'espace aussi, par exemple avec un groupe dans la classe seulement. Alors, je vais donner du concret à ce que je dis. C'est ouais, c'est beau, Sébastien, ce que tu dis. Ouais, un chercheur. Je suis un chercheur pédagogique, pas un Ouais. trouveur pédagogique. Je tente, j'évalue ensuite. Ouais, c'est Mhm. exactement ça. Et du coup, bah, ça rejoint ce que je dis. C'est-à-dire que là, quand j'ai commencé la classe coopérative, un des fondements de la classe coopérative, c'est l'entraide et le tutorat. Et donc, j'ai lancé mes élèves sur une activité, tout va bien. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, j'ai des élèves qui ont réussi l'activité plus vite que les autres. Et donc, je leur ai dit, ben, est-ce que vous vous sentez capable, avec moi, de co-évaluer d'autres élèves. C'est-à-dire que le prochain groupe qui vient pour présenter son travail, on l'évalue ensemble. Vous l'écoutez, vous dites ce que vous en pensez, et moi je vous dis si oui ou non, je suis d'accord avec vous. Ok. Et donc on a testé juste avec un petit groupe. Donc ils ont fait ça, ça s'est bien passé. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, prochaine étape, vous évaluez, vous co-évaluez en fait, enfin vous évaluez des élèves sans moi, et si vous les validez, bah, ils viennent me voir pour que moi je valide, certifié, conforme, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai testé, ça a très bien marché. Et puis, bah, du coup, j'ai reproduit sur l'heure d'après. Même si c'était un autre niveau, je me suis dit, oui, ça, c'est pas trop compliqué à faire. Voilà, je teste. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit cette nouvelle pratique tout petit à petit de tutorat et d'entraide. Parce que du coup, l'idée, c'était aussi que quand c'était pas bon, ce qu'ils avaient fait, bah, ils essayaient de leur expliquer pourquoi. S'ils n'y arrivaient pas, bah, ils me les envoyaient. S'ils y arrivaient, justement, les élèves, on leur proposait de modifier à nouveau leur travail et de le représenter au tuteur, ce qu'on appelle un tuteur après. Donc voilà, tout petit à petit, comment j'ai mis en place ça, sans forcément institutionnaliser, théoriser en disant, bah voilà, un tel est tuteur, voilà sa mission, c'est ça, ça, ça. Bon, après, je l'ai fait. Une fois que maintenant que ça marche, ben, on institutionnalise les choses parce que je sais que ça marche, je l'ai testé. Mais du coup, il y a eu voilà cette petite teinte d'expérience et qui change en fait fondamentalement les choses parce que j'ai plus une cohue dans la classe d'élèves qui viennent de présenter leur travail. Maintenant, j'ai 2, 3, 4 tuteurs qui vont pouvoir justement fluidifier un peu tout ça.
Et puis, expérimenter, s'appuyer sur le numérique avec un plan de travail. Alors ça, je ne sais pas ce que ça fait là, mais bon, dans ma tête, c'est un petit peu logique. Genre, je vais partager un autre écran là. Hop. Alors attendez, c'est ici. En fait, mais ouais, bon, c'est pas grave. Je vais vous le partager là. En fait, ce qui s'est passé, comme je disais tout à l'heure, les élèves ne travaillent donc pas à la même vitesse. Là, normalement, vous voyez un keynote avec un fond blanc, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, je mettais tous mes élèves sur la création pulsation Launchpad, qui est une application, on passe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de se dire que voilà, il y avait des élèves qui étaient très rapides à finir cette activité-là, que je pouvais donc mettre en tuteur, comme j'ai expliqué, mais des fois, j'avais trop d'élèves qui terminaient, il m'en restait encore la moitié, on va dire, qui n'avaient pas terminé, donc bah, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je les avancerai pas, je leur ferai pas faire une autre activité qui est prévue dans le cours, qui n'était pas prévue aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plan de travail, c'est la fiche de... La feuille de route, voilà. La feuille de route. C'est-à-dire, voilà, on va commencer, tout le monde va commencer par la création pulsation, ça c'est vraiment obligatoire. Et puis ensuite, si vous avez fini et que c'est validé, bah, vous pourrez passer sur le morceau sur l'iPad ici. Puis si vous avez fini, que vous êtes évalué, bah, vous pourrez passer ici. Ou alors, on peut même, des fois, je modifie un peu. C'est-à-dire que ça peut être obligatoire. Mais ça et ça peut être fait dans l'ordre qu'ils le veulent. Et par exemple, ça aussi, ça pourrait être optionnel. Par exemple, selon les séquences, en fait, parce que j'en ai plein, du coup, des petites feuilles de route comme ça, où en fait, il y a des choses optionnelles, des choses obligatoires, et ils le font ou pas dans l'ordre qu'ils veulent, ça dépend toujours pareil du chapitre. Et ce qui est, et ça, c'est ce que je veux mettre en exergue là, c'est que c'est pareil, ça s'est fait de façon empirique. Je me suis pas dit un matin, allez, je vais faire comme ça. C'est que j'avais plus rien entre guillemets à leur donner à faire, donc j'aurais donné une activité de plus qui était déjà prévue dans mon cours, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui n'était pas forcément prévue à ce moment-là. Et ça m'a rien coûté en termes de contenu. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à la création de contenu, c'est qu'en fait j'ai juste pris, donc là normalement je vous montre mon cours, voilà, avec, vous voyez, œuvre principale, normalement, ce genre de truc-là. J'ai juste pris des activités qui étaient dans mon cours, mais que j'ai disposées sur un PowerPoint, en fait, et les élèves se sont mis à travailler, enfin, devaient suivre ou pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Enfin, là où je veux en venir, c'est que j'ai pas créé du contenu en plus spécifique pour ça, mais ça s'est fait au long cours. Bon, je pense que c'est clair, mais si c'est pas clair, vous me le dites. Oui, c'est ça, c'est adapter du contenu existant en changeant un peu le format Exactement. et Exactement. le chemin suivi, en fait. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est important pour moi de le dire parce que, encore une fois, je suis le premier à vouloir créer trop vite du contenu parce que j'aime bien créer du contenu et finalement à me rendre compte que c'est pas forcément pertinent, que c'est souvent trop ambitieux. Alors j'y reviendrai après, mais combien de fois j'ai eu une idée d'activité en me disant ah ouais je vais leur faire ça et puis en fait je teste en classe et c'est par exemple trop dur. Et donc, j'ai créé tout. J'ai fait la vidéo, j'ai fait la fiche tutoriel, alors qu'en fait, il aurait fallu que d'abord que je le teste tranquillement en classe et que je fasse par essai-erreur en disant, ben voilà, j'aimerais qu'on fasse ce morceau-là, je vous montre la démo et on y va. Et là, je me serais pris un mur en me disant, ouais, non, en fait, c'est beaucoup trop dur. Donc, ok, hop, on revient un petit peu en arrière, vous allez déjà juste commencer par ça. Et donc, par exemple, un piano, au lieu de faire pas de batterie basse piano, on va juste faire le piano. Bon, voilà, ce genre de choses-là. Et une fois que c'est, on verra après que c'est évalué et que j'ai identifié les forces et faiblesses de mon activité, bah là, dans ce cas-là, je peux créer du contenu, je peux créer la fiche, je peux créer le tutoriel vidéo, etc. Et ça devient beaucoup plus pertinent. Donc là, je vous remets ma carte mentale que vous devriez voir maintenant. Donc il y a toute cette phase voilà, d'évaluation. Alors là, c'est un peu le bazar, hein, il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est mes questions à moi. Qu'est-ce qui a fonctionné déjà? Bien organisé. Ouais. Bah, après, je l'ai théorisé, tu vois. Moi, c'était plus, c'est plus des cases en fait à cocher. Voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui peut être renouvelé? Donc, dans ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui doit être modifié, abandonné? Donc, ça, je viens un petit peu de l'expliquer. Hein. Des fois, enfin, souvent, moi, j'étais un peu trop ambitieux. Puis après, il y a tout le côté les élèves, parce que là, moi, je vois de façon globale. Les élèves, est-ce que c'était à leur portée? Est-ce qu'ils ont bien compris la consigne? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de double consigne, par exemple? C'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention.
attention. Est-ce qu'ils ont été capables de réaliser la tâche dans le temps accordé et tout simplement de la réaliser, puisque parfois c'est trop dur. Voilà, ont-ils travaillé comme je l'espérais? Ça, c'est important aussi parce que il y a une question d'engagement ici et de motivation et aussi de modalité, je rajoute. Oui, dis-moi, tu voulais dire quelque chose, Ouais, Cédric? il y a Cécilia qui demandait si tu allais nous partager ta carte mentale. Oui, oui, oui. Bah, peut-être que je la rendrai plus jolie parce que là, elle est un peu indigeste, mais ouais, bien sûr, Ouais. avec grand plaisir. En Non, t'es plus un que peu dur avec toi, elle est très bien ta carte mentale. ouais, c'est gentil. Non, mais visuellement, je trouve que bon, enfin bon, peu importe si ça vous Mais va, ouais. j'en suis ravi. D'ailleurs, j'ai quitté tu vois, je l'ai quitté, je vous la remets. Et donc voilà. Ensuite, je continue. Voilà. Mais oui, c'est parce que je voulais en faire une grille, c'est pour ça. Bon, Mm. donc ce qui s'est passé, alors ça peut dépendre des matières évidemment, mais quand je dis ont-ils travaillé comme je l'espérais, je vous donne un exemple. Il y avait là, je fais travailler mes élèves en troisième sur les différentes formes de reprise musicale. Dans la reprise musicale, il y a bien sûr le cover qu'on connaît, il y a le mash-up, il y a le remix, et voilà, il y a tout ça. Et en fait, je sais, cette séquence, j'ai toujours des difficultés. Il y a beaucoup en fait de connaissances, et il est important soit de faire de la démarche expérimentale, c'est-à-dire on prend des œuvres et on essaye d'analyser puis de théoriser en disant bah voilà, là on voit que clairement il reprend la chanson mais il se moque. Donc s'il se moque, comment ça s'appellerait? Et on tombe assez vite sur parodie, parce que c'est le principe. Mais il y a des définitions qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus fines. Et donc, je ne sais jamais comment l'apprendre. Et ben en fait, ce que je fais, c'est que comme j'ai 3 classes de troisième, ben, je l'apprends de 3 façons différentes. C'est-à-dire qu'il y en a, je leur donne les définitions et je leur demande d'aller chercher des œuvres qui correspondent à ces définitions. Donc, je leur donne un contenu, puis ils vont, eux, fouiller, et moi, je valide ou pas s'ils trouvent bien. Il y en a d'autres, je leur donne les mots, mais je leur donne pas les définitions. Et il y en a d'autres, du coup, on fait la démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'on étudie des œuvres et on essaye de théoriser après. Et les 3 fonctionnent plus ou moins bien, et j'ai pas encore tranché sur laquelle était la bonne. Et c'est ça que je veux dire, la modalité. C'est-à-dire qu'aussi, dans ces approches-là, et chaque année, je vois bien que les élèves abordent en fait ces notions de façon totalement différente. Et ça, c'est assez important parce que on va y revenir après quand moi je les questionne. C'est-à-dire qu'à l'issue, soit à l'issue de la séance d'expérimentation, soit la semaine d'après, je leur dis comment vous avez vécu en fait cette première cette façon de travailler. Et c'est hyper riche. Et notamment, quand j'ai commencé à travailler avec la feuille de route et que je leur donnais des activités à faire en autonomie, je me rappellerai longtemps d'un élève qui me dit, ben, en fait, c'est sympa parce qu'en fait, on peut commencer ou travailler dans ce qu'on a envie. C'est-à-dire que si on a envie de faire de l'écoute, ben, on peut faire de l'écoute. Si on a envie de faire de la création, on peut faire de la création. Si on a envie de faire de la batterie, on peut faire de la batterie. Donc ça, c'est cool. Donc j'étais content. Mais il me dit aussi, mais le truc, c'est que si on n'a pas trop envie de travailler non plus, comme bah, vous pouvez pas tous voir ce qu'on fait, bah, on peut aussi pas faire grand-chose. Et donc je me suis dit, ah, alors, merci beaucoup pour ton honnêteté, Victor. Il s'appelait Victor. Et donc, bah, voilà, c'est là que j'ai remédié. Et on y viendra juste après. Et puis, il y a l'inattendu. C'est-à-dire que dans les expérimentations, vous allez toujours avoir le truc auquel vous n'aviez pas pensé, voire les trucs auxquels vous n'aviez pas pensé, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Et donc, c'est là qu'il faut arriver à trouver comment on va pouvoir remédier. Alors là, très concrètement, moi, ça se manifeste souvent dans, par exemple, la synergie qu'il peut y avoir entre les élèves, entre les groupes, entre les tuteurs ou les experts et les aider. Voilà, là, il y a toujours des choses, des surprises quoi, qui se passent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une élève qui était tuteur et en fait, je l'ai surprise en train de faire le travail à la place des élèves qu'elle était censée aider. Et donc, bah, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas forcément compris, parce que je ne pense pas que c'était mauvais de sa part. Mais je lui dis oui, alors là, tu es en train de le faire à sa place. Alors à la limite, je veux bien que tu le fasses pour lui montrer, mais il faut quand même que derrière, ce soit elle qui le fasse, enfin, c'est l'élève que tu es en train d'aider qui le fasse. Ah oui, oui, d'accord. Non, non, bon, voilà. Et donc, c'est ce genre de choses-là voilà, qui est toujours à prendre en compte.
Mais il y a sûrement encore d'autres choses. Et donc vient la remédiation. La remédiation, ça va être justement quelles sont les modifications qu'on va apporter à tout ce qu'on a relevé avant. Qu'est-ce qui était trop compliqué, qu'est-ce qui doit être abandonné, comment je vais pouvoir le modifier, le rendre plus accessible aux élèves. Et d'un autre côté, des fois, ça peut aussi être trop facile. Donc, est-ce que je peux trouver des différents niveaux pour justement amener les élèves plus loin. Et c'est à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, que je commence, moi, à créer du contenu. C'est-à-dire, en fonction de ça, de cette expérience, je me dis, OK, ce morceau-là, en classe, il fonctionne. Donc, je vais pouvoir leur faire faire. Et donc, voilà, qu'est-ce que je commence à créer par rapport à ça? C'est pour ça que je redis que, je le redis, je crée des vidéos, je crée des fiches. Non, tout ça, maintenant, c'est fini. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire, je commence par tester le projet, et s'il fonctionne, je commence ensuite à créer le contenu, et j'y vais mollo. C'est-à-dire, je crée le contenu pour une autre classe, je teste ce premier contenu, la fiche par exemple, ou la vidéo, et ensuite j'ajuste au fur et à mesure. Et après, alors là, on parle vraiment sur un temps court, mais il y a aussi le temps long, c'est-à-dire que, encore ce matin, j'ai un tutoriel justement pour mes élèves où je me rends compte qu'il est obsolète. Vous parliez tout à l'heure du flux, voilà, du flux des élèves. Bon, mais c'est un tutoriel en fait qui est très lent et qui est un peu trop long. Et donc en fait, les élèves, ça les gonfle et ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, quoi. En fait, ils veulent sauter des étapes parce que c'est trop long, et donc ils n'arrivent pas à produire le travail. Donc il faut que je réajuste ce tutoriel, que je le refasse plus court, plus concis, plus clair, plus cadré, pour justement correspondre à qui ils sont aujourd'hui. C'est un tutoriel qui est vieux de plusieurs années. Et donc voilà, ensuite, renouveler, c'est-à-dire renouveler tout ça, toute la phase en fait d'expérimentation. Alors en amont, pas forcément, mais en tout cas dans l'expérimentation, avec qui je vais tester. Est-ce que je reprends la même classe? Est-ce que je change de classe? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là, mais c'est une sorte de boucle en fait après que moi je fais pour arriver à construire sur cette expérimentation. Voilà un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Alors j'y ai parsemé des expériences de ma classe. J'ai pas trop montré d'outils, mais dites-vous que c'est ça pour tout. Et je voulais parler un peu de mon expérience en classe de l'iPad, mais on arrive à la fin, donc je vais pas trop l'aborder. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi, pendant longtemps, je voulais tout essayer. Il y avait du fond vert, je voulais faire du fond vert. Il y avait la réalité augmentée, je voulais faire la réalité augmentée. Et je me suis éclaté. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de temps. J'ai aussi perdu un peu mes élèves parfois. Et aujourd'hui, j'ai un peu trouvé ma voie, on va dire, les axes dans lesquels vraiment j'ai envie de m'investir. J'ai laissé de côté d'autres choses, sans dire que c'est pas bien. Mais c'est juste que je me suis dit, vraiment, c'est super, mais j'ai pas trouvé comment le rendre pertinent pédagogiquement dans ma classe. Et donc, voilà, je critique pas du tout, par exemple, je cite, la réalité augmentée. Je trouve ça absolument génial. Mais pour l'instant, je l'ai enlevé de mes progressions parce que j'ai pas trouvé l'activité. Mais sûrement qu'elle existe, mais c'est juste que pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé le truc en me disant, ah oui, ça, oui. Voilà, pareil pour le fond vert, j'en faisais, c'est super. Bon, maintenant, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Mais ça m'empêche pas de former les gens et de penser que c'est un super outil. Mais pour moi, là, tout de suite, voilà, je l'ai occulté. Et ça, je pense que c'est important aussi. Toute posture n'est pas bonne à prendre. Ça rejoint ce qu'on disait avant. On ne peut pas tout plaquer. Et dans tout ce qu'il y a, dans la masse de possibles qu'il y a, à un moment donné, il faut vraiment choisir et se dire, OK, je vais explorer ce truc-là. Voilà, j'arrête de parler et je vous laisse poser des questions. Non, c'est bien. Et juste pour compléter et confirmer ce que tu disais, effectivement, il faut vraiment partir du besoin qui s'est fait ressentir dans l'expérimentation pour utiliser l'un des outils auxquels on s'est familiarisé et éventuellement progresser dans l'usage de cet outil. Il ne faut pas utiliser l'outil pour l'outil, en fait. Mais c'est comme tout, en fait. Là, tu parlais par exemple de ton expérience avec l'iPad en classe. J'imagine que tu n'as pas utilisé l'iPad parce qu'on t'a dit d'utiliser un iPad en classe et que voilà, tu as trouvé de l'intérêt à ton usage, par exemple, de l'iPad en classe, oui. Parce que ça répondait à ton besoin pédagogique et aux besoins des élèves, pour le coup. C'est ça. Et ça a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise encore plus pertinemment l'iPad en classe en l'utilisant moins. C'est-à-dire que je ne l'utilise que là où je juge que vraiment il est hyper pertinent. Ou qui s'ajoute à une chose. Je donne un exemple. Quand je leur apprends le rythme de batterie, le vrai rythme de batterie, bon, ok, ce rythme de batterie-là, on va le faire à la voix, comme je viens de le faire, on va le faire au corps, on va
comme ça. On va le faire en air batterie sur les genoux. On va le faire sur la vraie batterie. Et on va le faire à l'iPad. On va le faire à l'iPad en jouant avec les doigts, en faisant du finger drumming. Voilà. Mais du coup, là, l'iPad est un outil de plus qui est en fait pour moi, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave, qui multiplie en fait, il multiplie les outils et il permet à l'élève en fait finalement de mémoriser le rythme qu'on apprend. Parce que le rythme qu'on va jouer sous tous ces formats, c'est le même. Et ça fait que quand il va arriver à la batterie, le rythme, il le connaît déjà. Il y a juste la mise en œuvre vraiment physique qu'il va falloir mettre en place. Mais en tout cas, voilà, là, l'iPad s'ajoute. Puis après, clairement, moi, l'iPad, là, il rayonne sur la création de contenu. C'est-à-dire que quand on a GarageBand entre les mains, on a un univers complet qui s'ouvre à nous pour créer de la musique. Et ça, c'est vrai que sans numérique, sans iPad entre les mains, je ne peux pas faire autant. Ce qui n'empêche pas que, je le précise bien, on ne joue pas, on ne fait pas de l'iPad à tous les cours de musique et je ne le mets pas non plus à toutes les séquences. Alors, pardon, ils vont l'utiliser dans toutes les séquences parce que ce soit dans l'écoute, dans la production, dans la création, on va l'utiliser, pas pour l'utiliser, toujours pareil, parce qu'il a une pertinence et un intérêt pédagogique, mais c'est vrai qu'ils vont pas forcément passer des heures et des heures à chaque séquence sur l'iPad et à chaque séance de cours. Non, non. Venez me voir, ça vous verrez. Avec plaisir, avec plaisir. Alors peut-être que, alors oui, il y a des questions, des remarques. Alors, oh Gérard, merci pour cette présentation. Wow. Ouais, c'est sympa, merci. Donc, comment vos collègues réagissent à votre démarche innovante? Ouais, c'est une très bonne question. C'est mitigé. Parce que, par exemple, là, je vais encore plus loin. Là, ce qu'il y a derrière moi, vous voyez, c'est des LED. Ça, c'est bon, c'est dans mon studio. Sauf que là, j'ai carrément mis ça en classe. Donc, c'est-à-dire, mes collègues ont l'impression que chez moi, c'est la boum et que c'est la fiesta, quoi. Donc, alors, il y a une part de gens qui fustigent. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que finalement, les élèves et les parents parlent pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sortent des cours et chantent, font de la musique en classe, dans les autres classes, quand on apprend des choses comme ça, du coup, ils les font en cours. Et donc, quand on fait des concerts avec la chorale, ce genre de choses-là, en fait, mon travail et ce que les élèves montrent, en fait, c'est ça qui montre qu'en fait, je fais pas, je joue avec des objets numériques seulement, mais on fait quand même aussi de la musique et au final, ça attire pas la majorité, mais de plus en plus, ça attire. Et donc, c'est comme ça que moi, dans mon établissement, je suis en train de disséminer, on dit ça comme ça, disséminer, je crois, d'essaimer plutôt, d'essaimer en fait les pratiques et donc, il y a des questions. Ah, mais les élèves m'ont dit que tu les évaluais avec un bout de papier, ils tournent dans un sens. Comment ça marche? Bon, donc, voilà, regarde, ça marche comme ça. Et puis, au final, j'ai fait une formation à toute l'équipe pédagogique et on est maintenant plein de profs à utiliser. Pareil avec. C'est ça? C'est Pickers, voilà. Ouais. Pareil avec Google Classroom, donc, qui est une sorte d'ENT sur Vitaniminé. Quand les profs de langue, ah oui, mais les élèves m'ont dit qu'ils t'envoyaient leur création sur l'interface et que toi, tu pouvais leur écrire et leur faire des commentaires et qu'après, ils te la renvoyaient. Je dis oui, voilà, regarde, ça marche comme ça, ah d'accord. Et donc, au final, on a acheté une valise iPad pour que les profs puissent aussi faire ça. Alors, c'est long, hein. Ça a été long parce qu'au départ, effectivement, on a une sorte de levée de bouclier, on me prend pour un uluberlu. Quand j'ai eu les iPads aussi, ça a éveillé de la jalousie, c'est-à-dire, ah ouais, mais toi, tu as des iPads et tout. Oui, mais attends, moi j'ai des iPads, mais moi je suis allé demander de l'argent à l'appel, j'ai fait un dossier, j'ai fait plein de dossiers, j'ai fait des devis comparatifs, j'ai fait des réunions, j'ai fait des trucs comme ça. Donc c'est pas moi qui les ai payés, oui, c'est vrai, mais par contre, à travers mon temps et mon énergie et mon investissement, j'ai obtenu ces choses-là. Et derrière, je suis allé leur obtenir aussi une valise. Alors, c'est pas moi qui l'ai payé, la valise, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai travaillé aussi pour qu'ils puissent aussi être équipés et puis à terme aller un petit peu plus loin. Donc, voilà, ça suscite un peu les deux. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile dans ma jeune carrière quand j'étais jeune. Maintenant, avec l'expérience, je sais que, comment dire, je ne vais pas dire que je suis dans le bon, mais je suis convaincu que ce que je fais, c'est en accord avec qui je suis et mes valeurs. Donc, je ne suis pas sûr de faire mieux que les autres, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne fais pas mal. Et donc, je ne le vis pas mal quand on se moque ou quand on se questionne, quand on me questionne. Il y avait Florence qui disait j'aurais dû être prof de musique.
Alors j'aime beaucoup, mais j'ai répondu Florence, on peut l'adapter dans toutes les matières en fait. Oui, 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 Voilà, c'est vrai que j'ai parlé mais ouais, pas que. pas que, Ouais, exactement. et c'est aussi être prêt à assumer, tout à fait, voilà, c'est ce que je disais. Il y a Des Sébastien honneurs dans la vie. qui levait la main. Eh bien, vas-y, Justement, vas-y, hein, donne-lui je un. t'ai Hein. donné l'accès, Sébastien, si tu veux t'exprimer. Ouais, j'ai pas été assez interdisciplinaire. On va donner des exemples disciplinaires. Cécilia, viens ici. Si t'es encore là, t'as 2 minutes pour dire qu'en espagnol, ça marche. Il y a Yann aussi qui est là, je crois, en français, donc ça peut être intéressant. Ah ouais, Yann aussi est là? Mon Ouais, Dieu. ouais. Oh, non, mais Yanouri, je peux Bah, pas parler devant je crois, hein. Yanouri. J'ai Yann, c'est Yannouri, c'est ça? trop de respect pour Yann. Bon, du coup, Sébastien, il voulait Alors, ouais. parler. Oui, je peux autoriser les micros hein, si vous souhaitez vous exprimer. Sébastien, on Tu t'entend peux, pas? tu peux activer ton micro, Sébastien. Voilà, tu peux activer ton micro si tu le souhaites. Ouais. J'autorise à toutes et à tous. Voilà. Non, il voulait juste montrer sa Non, main. mais il voulait juste lever la main, ouais, c'est ça. Non, Y mais du a-t-il coup, d'autres questions? Alors, ouais, n'hésitez vas-y, pas. vas-y. Non, mais en Vas-y, Florent, attendant, tu voulais dire, attends, je regarde le chat, ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? n'hésitez Mais pas. oui, en fait, ce qu'il faut dire, en vrai, c'est que moi, c'est bien qu'il y ait Yann, parce que tu vois, en fait, au départ de tout, quand je suis arrivé sur Twitter, moi, j'ai découvert donc Yannouri en français, j'ai découvert Guylain Dominé en histoire géo, et j'ai découvert François Lamoureux, professeur des écoles. Donc, en fait, tout ce dont je vous parle là, c'est des choses qui sont des déclinaisons de ce que j'ai vu dans les autres matières, en fait. Et donc, je l'ai appliqué à ma matière, mais c'est exactement, enfin, je veux dire, là, clairement, ce que vous voyez dans la carte mentale, d'ailleurs, il faut que j'arrête de la partager, là, ça a plus d'intérêt. C'est exactement transposable, effectivement, dans toutes les matières. Ouais, complètement. Et surtout, j'ai envie de dire, en musique, c'est encore plus compliqué parce qu'on les a qu'1 heure par semaine, tous en même temps. Alors que quand on les a 2-3 heures par semaine en français, en maths, en anglais, on a quand même la possibilité de mettre en place des protocoles et des procédés pédagogiques qu'on peut pas du tout. C'est pour ça que moi, la classe coopérative, j'en fais une petite partie, parce que le plan de travail au sens propre, je le vois et je le comprends, sur quelque chose quand même qui s'étend sur la durée. Et nous, comme tout est très cadencé, je sais que j'ai des collègues qui le font hein, de musique, mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la clé qui me convient bien. Je reviens à ce que je disais, qui me convient bien à moi et qui... Enfin, voilà. Gérard, vous pouvez vous exprimer, Gérard. Hein, j'ai vu votre message sur le chat. Ah ouais, merci Gérard, Ça c'est fait adorable. plaisir. Hein, c'est vrai Je vais faire des captures d'écran. Pour quand je serai démotivé un peu, moi aussi, tu vois. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous souhaitez. Là, je vous ai autorisé normalement. Vous pouvez activer votre micro si vous voulez parler, poser une question, comme vous voulez. Si vous avez des remarques, des idées, des questions encore, hein, peut-être plus liées à votre matière, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ouais, il y a des gens qui lèvent la main, alors je pense que tu peux. Alors, ouais, il y a, par C'était exemple, Yann. alors il y avait Yann qui levait la main, ouais, par exemple. Yann, on t'a autorisé ton micro. Et là, Voilà, vas-y Yann. on t'entend pas encore. Ah, tu as l'air de parler, mais on t'entend pas. Je vois un cercle bleu, mais on ne t'entend pas. Et si c'est Yann, il est en Asie, hein. Donc, je sais pas. Ah bah ouais. Ah. Ou alors c'est peut-être le décalage d'Asie jusqu'ici, Je peut-être. sais pas. Le signal met longtemps à arriver. Euh, Ah, tant pis, mince. Je Ah, pensais Ah zut, c'est il y a... dommage que ça marche pas. Tu as peut-être pas de micro, Yann? Bon. Merci Hélène, merci pour le Ah, il message. passe son tour. Bon, ben dommage, Yann, ça aurait été un plaisir de t'entendre de plein de bises, du coup. Oh là là, bah, avec plaisir hein, pour nous suivre sur LinkedIn. Alors là, merci pour le message, comme les célèbres Yann et Cédric Denis. Mais bon. Ah ben si, si. Non, c'est gentil, mais... Alors oui, bien sûr qu'on fait des formations en chair et en os. Ça, absolument. Je ne suis pas sûr de Oh, comprendre. j'ai Siri qui s'est... Ah Pardon. oui, Siri, Excuse-moi. tu n'étais pas sûr de me comprendre, Oui, apparemment. apparemment.
Donc oui, hein, Hélène, on fait bel et bien, hein, des formations dans les établissements. Donc, faut pas hésiter à nous recontacter si vous en avez besoin. Voilà, vous avez notre contact. Vous avez reçu le petit mail, là, donc vous avez tous les contacts nécessaires dedans. Donc, n'essayez pas. Ah, N'hésitez pas, non? N'essayez pas. Je c'est fais une moi. tentative à nouveau. Ah, ça va Yann, on entend la voix de on Yann. t'entend. Voilà. Alors, un peu plus je fort, demande- un peu plus fort. Ouais, un peu plus fort, mais vous êtes très exigeant. Mais je peux pas faire un peu plus fort. Ou alors je me rapproche de mon C'est bon. PC. C'est-à-dire, Ouais. Parfait, c'est beaucoup mieux. Au travail, on m'a donné un PC, donc je suis sous Windows et évidemment, pour moi, c'est une terra incognita, hein, que j'essaie Ah bah oui, je sais bien. d'improviser. Enfin bref, je trouve même plus mes mots. C'est qu'il est tard ici. Bon, enfin bref, je suis ravi de vous écouter. Non, mais en fait, Nicolas, j'aurais bien aimé te questionner sur un aspect très pratique des choses. Tu vois, tu as mentionné ces élèves qui essaient de filouter pendant que tu ne peux pas les regarder. Tu sais, comment tu fais pour éviter qu'ils tirent au flanc, en fait? C'est vrai, je l'ai pas dit. C'est une très bonne Je l'ai pas question. dit. Ouais. Alors, j'ai une des solutions, c'est en fait d'imposer plus ou moins, parce que je vais mettre une nuance, un travail sur un temps donné. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je leur dis, voilà, aujourd'hui, vous devez commencer cette création-là et vous devez, alors, selon le projet, me présenter. Alors, par exemple, si c'est une vidéo ils doivent faire, vous devez me présenter le script avant la fin de l'heure. Et après, je vais adapter parce que tu as des élèves, comme tu le sais très bien, qui ont un rythme de travail plus ou moins lent, mais le fait de leur mettre cette pression-là, et moi leur mettre des points clés à atteindre aujourd'hui, là typiquement j'avais une classe de quatrième là tout à l'heure, j'ai dû comme je suis référent numérique, j'ai dû aider l'informaticienne. Donc j'aurais dit, bon, je change un petit peu le contenu du cours aujourd'hui. Vous avez la séance pour réaliser ce travail de création qui normalement devait être découpé en 3 petits bouts. Donc là, c'est votre objectif. J'ai expliqué la consigne. Est-ce que vous avez reformulé? On reformule la consigne, là. Et c'est parti, allez-y, bien sûr, je reste dispo. Et du coup, j'ai quand même les 3 quarts de la classe qui ont terminé leur activité. Voilà, il y avait cet objectif-là et c'est quasiment atteint. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Après, j'évite d'avoir des temps trop longs, comme l'exemple que je viens de donner. C'est-à-dire que plus le temps est long, plus c'est là que j'ai des problèmes, entre guillemets, ou des élèves qui vont filouter. Donc l'idée, c'est de leur donner un temps limite. Donc typiquement, hier, en troisième, sur l'histoire des définitions, là, de la reprise, des samples, etc., je leur ai dit, voilà, vous avez 15 minutes pour me trouver au moins un exemple par définition dans vos propres œuvres. Et ils n'ont pas trouvé les 7, je m'en doutais, c'est totalement impossible d'avoir que 2 minutes par définition, mais j'avais quand même tout le monde, tous les groupes qui sont venus me proposer des exemples pour les différentes œuvres, parce qu'en fait, dès qu'ils en avaient une, ils devaient venir me la présenter. C'est une sorte pas concours, mais en tout cas un jeu de rapidité. Je leur dis, voilà, vous avez tant de temps pour faire ça. Et donc, il y avait un côté un petit peu émulation qui faisait que, voilà, ils se sont mis au travail tout de suite, comme on disait tout à l'heure, et le travail était fait. En tout cas, dans la mesure de ce qu'ils pouvaient. Voilà. Je pense que tu fais pareil, non? Alors attends, j'étais sur mute. Donc, oui, effectivement, ouais. La question du temps, ouais, elle est fondamentale. La question de la productivité aussi, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu espères que les élèves vont faire qu'écouter ou travailler sans contrôle, c'est risqué, en fait, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée d'un élève actif, c'est-à-dire en fait un élève qui a quelque chose à faire et effectivement en temps limité. Donc, après, tu peux mesurer le degré d'efficacité avec cette production. Oui. Oui, je suis d'accord. Ouais, je confirme. Moi aussi, hein, une des manières de contrôler, alors sans outils de contrôle, parce qu'il en existe, hein, des outils de contrôle, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, surtout si on utilise un iPad et avec, en classe, on arrive à monitorer en quelque sorte les iPads des élèves, mais si on ne veut pas en arriver là, entre guillemets, et j'avoue, moi, avoir très peu utilisé en classe parce que Pareil, j'utilise pas trop. j'utilise très très peu, quoi. Ouais, on est d'accord, hein. Normalement, quand les élèves sont actifs sur des tâches et qu'on leur donne des échéances et une tâche finale à rendre, il y a moins besoin, en fait. Il y a moins besoin de les monitorer. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est la tâche finale qui sera évaluée ou la façon de l'avoir abordée. Et c'est pour ça que, bon, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus, mais je pense qu'on est assez d'accord.
Hélène, oui, ben oui, Hélène. Hélène, coucou Hélène. Ouais, ça fait C'est les plaisir, retrouvailles. de t'avoir parmi nous, super. Bah écoute, on en reparle, il n'y a aucun problème hein, pour ton projet et ce sera avec plaisir d'intervenir dans ton établissement. Alors, pour Yann, ça va être plus dur parce que là, il est à l'autre bout de la Terre. Mais sinon, oui, Yann travaille à Hong Kong en ce moment. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas, il est pas proche. Mais que ce soit Nicolas ou moi, on viendra avec plaisir. Et puis plein d'autres. Hein. On est tout un réseau de formateurs, enseignants. Donc, voilà. Donc, ce sera avec plaisir, Hélène. On en reparle avec plaisir. Donc, d'autres Alors, on a une vraie questions. question, Gérard, là, sur le PCC d'Antibi. Alors, je vous cache pas que, ayant lu, du coup, les travaux d'Antibi, puisque je parle de constat de Macab, ça me rappelle quelque chose. Le contenu, je ne m'en rappelle pas, donc je vais aller y jeter un œil. Moi, aujourd'hui, sur l'évaluation, j'évalue en boucle évaluative. Donc là, ça vient de Konak. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a théorisé, que moi, je faisais. C'est l'idée de ne considérer qu'une évaluation n'est quelque part jamais sommative, ou tout du moins elle est sommative lorsque l'élève a atteint la compétence, a acquis la compétence. Donc tout à l'heure quand je montrais mon keynote, je vais vous le remontrer très vite, si on a quelques instants. Tu me dis si je peux. Ça prend Oui, minutes, mais tu vois dans ma fiche, dans ma feuille de route, je commence par ce pavé-là qui est pour repasser l'évaluation. Et en fait, dès que mes élèves, je vais justement les mettre en activité, parce qu'ils ne sont pas non plus toujours en activité, hein. Il y a aussi parfois des moments où je peux être frontal pour donner une consigne, pour montrer quelque chose. Bon, dès qu'ils sont en activité, ils vont avoir la possibilité de repasser les évaluations. C'est-à-dire qu'une évaluation qui a été moyennement réussie ou qui a été ratée va pouvoir être repassée par l'élève justement pour obtenir une meilleure note, une meilleure évaluation. Et pour montrer, parce que la note, à la limite, je m'en fous, moi, de toute façon, j'ai enlevé les notes, je suis qu'en compétence. L'idée, c'est justement de montrer qu'il a acquis la compétence. Et donc, on passe par un outil en ligne qui est un format un peu différent d'évaluation que nous avons fait de façon collective. Et donc, cette évaluation, il va pouvoir la refaire, lui, tranquillement, sur l'iPad, avec le temps dont il a besoin, une interface voilà, aussi peut-être plus claire que l'évaluation collective qu'on avait faite. Et donc voilà, c'est ça la boucle évaluative, et c'est valable pour tout. C'est-à-dire que là, c'est pour une évaluation de leçon ou une évaluation d'écoute musicale. Mais donc, si je transpose à une autre matière, je vais faire, ça peut être sur une évaluation justement par exemple, les verbes irréguliers en anglais, ça pourrait être ça. Mais sur une évaluation de musique où il doit apprendre un rythme ou quelque chose comme ça, ben là, je vais engager tout l'arsenal du tutorat, c'est-à-dire un élève tuteur qui va lui permettre de travailler avec lui. Et au moment où il se sentira prêt, il va pouvoir me présenter son rythme, par exemple, ou sa création. Et si c'est pas ce que j'attends, ou si la compétence n'est pas atteinte, bah, c'est pas grave. Il va pouvoir repartir et travailler encore dessus. Et en fait, comme pour le temps que je donne dans les activités, là, le temps, c'est que moi, la limite, en fait, de cette boucle évaluative, c'est l'arrêt des notes. C'est-à-dire que je leur dis, bon, ben voilà, vous avez jusqu'à début décembre pour maîtriser tous ce rythme. Et même si on est en septembre, je leur dis ça. Comme ça les détend et ça désacralise. En fait, c'est ça le but de la boucle évaluative, c'est désacraliser l'évaluation et que l'évaluation, elle soit vécue vraiment comme une réussite positive, enfin, c'est-à-dire comme un but à atteindre, mais justement qui n'est pas inatteignable. C'est-à-dire, voilà, leur dire, oui, ben, en fait, je vais travailler, je vais progresser et je vais avoir des points de contrôle avec Monsieur Olivier. Donc, on sera dans des évaluations formatives jusqu'à ce que j'y arrive. Et là, c'est bon, c'est validé, la compétence est acquise. Bon, après, bien sûr, on les réinvestit, ces compétences, parce qu'on sait très bien que l'évaluer une fois, ça ne permet pas de les asseoir. Donc, on va retravailler d'autres rythmes, d'autres connaissances qui vont faire appel aux autres de façon empirique. Enfin, voilà, il y a cette idée-là chez moi. Et je vais re-regarder le PCC, parce que j'avoue que là, comme ça, je ne m'en rappelle plus. Je sais que c'est contrat de confiance, je crois. Oui, c'est pas ça, c'est pas, ça me fait penser à Darty, en fait. C'est pas l'évaluation par contrat de confiance, quelque Ouais, je chose crois que comme c'est ça. ça, ouais. Si, c'est ça, je crois. Oui, voilà, évaluation par contrat de confiance. Mais par contre, je ne sais plus le contenu, en fait. Ouais, bah, ça peut être intéressant ouais, d'aller voir. Et c'est vrai que la notion d'évaluation, elle est. Si, ça me revient, pardon. C'est un sujet à part entière, c'est vrai, mais Ouais. ça s'inscrit aussi dans le changement de posture. C'est-à-dire Ah de ben quelle façon complètement. on va évoluer nos élèves. Oui, c'est ça. Et là, je le vois, par exemple, avec Yann et Hélène, on a été dans le même établissement.
qui est le lycée international de Londres. Et on a enseigné là-bas. Et c'est vrai que l'un des maîtres mots, l'un des piliers en fait de cet établissement, c'est aussi de donner droit à l'erreur aux élèves et le droit de se rattraper sur une évaluation. Et c'est vrai que quand on change cette posture-là évaluative, on crée ce fameux contrat de confiance de Ah oui. l'EPC. Parce que du coup, les élèves, alors on a tendance à croire d'ailleurs que les élèves vont en profiter, qu'ils vont rien apprendre la première fois, et puis de toute façon, ils seront rattrapés et tout ça. Ça, c'est souvent quand on ne l'a jamais testé, on croit ça. Ça arrive encore, attention, tout n'est pas rose. Il y a des élèves effectivement qui vont pas réviser parce qu'ils savent que de toute façon on va les rattraper, mais ça se voit assez facilement. Et il y a d'autres moyens de les évaluer qui mettent en évidence ça et de corriger ça. Mais dans une évaluation même sommative que l'on tourne en fait entre sommative et formative, on change de posture en fait. On change de posture, on recrée une confiance avec les élèves, on leur donne envie d'être évalués pour vraiment qu'ils soient évalués, c'est-à-dire dans le sens réel du terme, C'est ça, évalués. une Qu'on mette photographie. en évidence la valeur de leur travail et pas que recevoir une note en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais là, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire aussi à part entière d'évaluation. Entier, ouais, c'est clair. Et pourquoi pas d'ailleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez jamais dans le formulaire que vous allez recevoir à l'issue du webinaire, d'ailleurs, j'y pense comme ça, n'hésitez jamais à proposer des suggestions de sujets. S'il y a des thèmes qui vous intéressent, des choses comme ça, n'hésitez pas. D'accord, allez-y. Voilà, on va être à votre écoute et moi, je suis toujours à l'affût d'idées intéressantes en fait pour les prochains webinaires. Et donc, n'hésitez pas à proposer. Voilà, j'y pensais comme ça. Ah oui, alors Hélène disait que voilà, le problème donc pour toi, Hélène, c'est que de retour en France, j'ai voulu faire ça, donc éviter la constante MACAM. Et ouais, la direction m'a dit que les élèves avaient de trop bonnes notes et que j'allais permettre à tout le monde de passer en seconde. Donc j'aimerais bien comprendre comment allier ce système avec le système sélectif français. C'est ça. Moi, c'est mes collègues c'est Oui. grâce à ça que j'ai pu passer en compétences, parce que c'est ce que je voulais. Parce que du coup, avec ce système-là, mes élèves avaient quasiment tous 20 sur 20 de moyenne, en fait. Ouais. Et seuls ceux qui n'avaient strictement pas envie, parce que du coup, moi, je leur offre la possibilité de repasser les vals, mais je vais pas non plus les obliger. Donc, souvent, je les motive, je leur dis, allez, vas-y, tu peux viser le 20, ou pour moi, la compétence acquise, vous dépassez, fais-le, quoi. Et je le dis aux parents aussi, je leur dis, vous sachez qu'en musique, ils peuvent repasser les évals. Donc, s'ils reviennent avec des compétences non acquises, vous leur dites, Coco, tu repasses ton éval. Et donc, effectivement, mes collègues m'ont dit, mais tu fausses les moyennes, en fait, avec tes notes où tout le monde a 20 sur 20, ça veut plus rien dire. Je dis, oui, tout à fait, mais c'est parce que moi, j'évalue pas comme vous. J'évalue pour que mes élèves réussissent. J'évalue pas pour, justement, alors là, je me rappelle d'une collègue, je dirais pas, ou ni quand, ni quelle matière, mais qui, un jour, au conseil de classe, nous dit, oui, alors, ce trimestre, il ne faut pas prendre en compte la moyenne de mes élèves parce que il y a trop de bonnes notes, en fait, c'est pas représentatif. Voilà. Et là, moi, je dis pardon. En fait, c'est quoi qui est pas représentatif? C'est qu'ils sont trop bons, tes élèves, ils ont trop bien travaillé. Non, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de bonnes notes. Mais attends, on est où, quoi? Voilà. Et c'était dans les années 2020 quand même, hein. Donc, avant confinement. Ah ben, il y a du changement de posture à avoir, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc, Hélène, là, honnêtement, personnellement, j'ai pas de. Surtout toi qui es en lycée, du coup, c'est encore plus. Ah non, Ouais. à tout le monde de passer en seconde. Oui, donc toi, c'est quand même collège C'est aussi. troisième à Ouais. seconde, ouais. Mais moi, il n'y a que en tenant tête, quoi. Ouais, vas-y. Non, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse idéale, mais tant mieux, quoi. Si tout le monde passe en seconde, ça veut dire qu'ils ont atteint les compétences, en fait. Enfin, qu'ils ont acquis les compétences et qu'ils ont atteint les objectifs. En fait, moi, c'est ce que je lis et c'est ce que je vois. Je sais que ça peut être difficile pour un établissement qui doit faire de la sélection, pour une raison d'effectif toute naturelle. Évidemment, mais dans ce cas-là, on change même de. L'idée, c'est presque de changer de paradigme, en quelque sorte, dans notre façon d'évaluer, dans notre façon dont on voit aussi la gestion de son établissement, peut-être aussi. En tant que chef d'établissement, on a peut-être un projet d'établissement et ce projet doit peut-être évoluer. Est-ce qu'on est dans le bon projet? Alors là, je vais assez loin. Mais c'est pour ça, je pense que tous ces sujets-là sont passionnants. Malheureusement, il n'y a pas de réponse idéale. L'essentiel, c'est d'essayer de prouver, en fait,
que cette méthode-là d'évaluation qui donne confiance aux élèves leur apporte aussi les compétences nécessaires et leur permet de réussir dans l'année N+1 en fait. Ouais. Bah, la C'est ça, chance que pour te rejoindre, moi, la chance que j'ai eue, c'est que ma chef m'a complètement fait confiance et donc comme je savais qu'elle me faisait confiance, j'avais cette assurance aussi, face à ma collègue je leur disais pas, «La chef me fait confiance». Comme j'étais soutenu, bah, je savais que je pouvais avancer, sans, comment dire? Me remettre en question par rapport à ça. Parce que j'avais son soutien, qu'elle avait vu comment je fonctionnais et et donc voilà. Et là, c'est vrai Ouais. que toi, c'est vrai que c'est directement la direction, donc je suis d'accord avec Cédric, c'est peut-être effectivement en expliquant, en montrant et en prouvant entre guillemets par A plus B, enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein, auprès de ma chef, hein. Je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Bah voilà comment ça se passe» et donc elle m'a dit: «Bah oui, écoutez, moi je suis totalement pour votre approche, je trouve qu'elle est bienveillante, qu'elle est pour la réussite des élèves, donc allez-y». Voilà. Mmh. Bon, j'ai de la chance, j'ai une chef super. Ouais, mais c'est vrai. Mais et en plus, on est dans de la bienveillance qui est de la vraie bienveillance et pas la bienveillance souvent critiquée, quand on le voit Mmh. sur les réseaux, la fausse bienveillance, la bienveillance de vitrine, là où enfin, qui est en tout cas qualifiée de bienveillance de vitrine, sur les réseaux en général. Oui, Non, là, on est dans la vraie bienveillance, c'est-à-dire qu'on change complètement la façon et la relation qu'on peut avoir avec nos élèves, en fait, ou nos étudiants, même dans le supérieur, ça a la même valeur, en fait. Et, et, et c'est vrai, alors Gérard soulignait que c'était au moment des résultats du bac qu'on observe que les élèves évalués par contrat de confiance ont de mmh, bonnes notes aux examens, tout simplement. Et ouais, parce que justement, ils ont réussi à prendre confiance en eux et l'apprentissage se rapproche de l'apprentissage avec les annales des examens, effectivement, ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien, hein, ouais, ouais, Gérard, bah, voilà, vous avez pu échanger, du coup, Hélène va retenir, ton argument, mais c'est une très bonne chose, ouais. Mais c'est ça, en fait, faut pas hésiter à échanger et c'est le but aussi de ces webinaires. Alors malheureusement, on j'aimerais y passer encore, des heures sur tous ces sujets-là, c'est passionnant. Malheureusement, on est un peu tenu par le temps, donc hem, ce que je propose, c'est qu'on imagine un prochain webinaire, un prochain moment d'échange comme ça sur l'évaluation, sur le changement de paradigme dont on a parlé. Déjà, bah, on a pu voir comment on pouvait changer de posture en tant qu'enseignant. Et merci beaucoup Nicolas pour ta belle présentation et tes explications. Je pense que c'était très clair, comme on l'a vu dans le chat. Donc tout le monde a, je pense, un bon, voilà, un bon ressenti de tout ça et ça fait très plaisir. Merci à toutes et à tous pour vos questions, pour votre participation. Et bon, bah, bon courage Sébastien, je viens de voir le message. Oui, parfois tu as des élèves. Donc, bah, va rejoindre tes élèves, bien sûr. Donc, donc voilà, donc c'est intéressant de voir à quel point on peut justement pas à pas en fait faire évoluer ces pratiques d'enseignement sans se remettre intégralement en question du jour au lendemain et de tout changer, reprendre des choses qu'on avait déjà produites, les modifier, les reformater, comme a montré mmh. Nicolas. Voilà, c'est des façons d'avancer pas à pas et de montrer, vous aviez votre crainte aussi par rapport justement aux collègues qui peut-être ne connaissent pas en fait tous les avantages de tout ça. C'est un moyen aussi de leur montrer aussi pas à pas qu'il y a des choses possibles qui peuvent être faites, il y a des moyens de changer sa façon de voir en fait tout simplement, de renouer la confiance. C'est vrai que bah, faut dire ce qu'il y a. En ce moment, c'est pas une période rose pour l'éducation en général. On l'a vu en début d'année scolaire. Il y a beaucoup de démotivation, comme le soulignait Gérard d'ailleurs aussi. Bah, c'est le moment peut-être de redonner de la passion, enfin de retrouver en fait la passion initiale qu'on a pour ce métier et donc de proposer, d'innover en suivant toujours les directives ou on va dire les directions, je préfère direction que directive, de l'éducation nationale, parce qu'on peut très bien innover dans ces pratiques tout en restant totalement en phase avec les programmes académiques sans aucun problème, avec les bulletins officiels. L'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire,
Ça se voit aussi au niveau des inspecteurs, hein. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un chef d'établissement. On voit aussi du changement d'approche aussi, même chez les inspecteurs. Donc, n'hésitez pas à oser et à justifier ce changement de posture parce que vous avez de grandes chances d'avoir le soutien de votre hiérarchie, en quelque sorte, hein. C'est vrai que, outre ma chef, mon inspecteur me soutient aussi complètement là-dedans. Ouais. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour ça, hein, voilà, c'est important, hein, de voir que ça commence à faire un peu tache d'huile, comme on dit, à avoir un petit peu des ondes, hein, une onde qui se propage comme ça, avec des idées qui naissent à droite, à gauche. On n'est pas dans quelque chose d'imposé, hein, on est dans quelque chose qui s'épanouit petit à petit et qui s'adapte tout simplement aussi à nos élèves, à leurs besoins. Et justement, d'ailleurs, en parlant de besoins, ça me fait faire la transition directement avec notre prochain webinaire qui parlera alors donc c'est dans 2 semaines, hein, le 30 novembre. Donc le 30 novembre, on accueillera Richard Lemaguet, qui fait partie, donc c'est un des enseignants formateurs, hein, de notre réseau, qui lui va parler des méthodes et outils pour s'adapter aux élèves à besoins spécifiques. Donc, alors, besoins spécifiques, hein, entendons par là l'ensemble des 10, par exemple. Et donc, il va présenter en quoi, par exemple, un outil numérique comme l'iPad dont on a parlé aujourd'hui peut aider ces élèves à suivre le cap fixé en classe, par exemple. Donc, plein de choses intéressantes, hein, dans 2 semaines, si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, j'en profite, on a parlé d'iPad, justement. Alors, évidemment, là, Nicolas avait présenté ou avait commencé à présenter des solutions et son adoption de l'iPad dans sa matière. Oui, même heure. Je réponds tout de suite à Clémence. Ouais, 14h le mercredi, c'est notre heure du petit café du mercredi. Et donc, sachez et n'oubliez pas que si vous souhaitez justement progresser dans les usages et que vous êtes vous-même équipé d'iPad ou que votre établissement a fait le choix d'un équipement d'iPad, n'oubliez pas qu'il existe, j'en avais parlé au dernier webinaire, mais je vais vous le remettre dans le chat, le lien vers ce qui s'appelle l'éducation, enfin la communauté éducative Apple. Alors, c'est non pas qu'on s'attache à un constructeur en particulier, hein, je tiens vraiment à le préciser. L'idée est vraiment derrière de parler usage, de parler pédagogie et de voir ce que l'on peut faire avec l'outil. Et comme on en a parlé tout à l'heure, et Nicolas le disait très bien, lui, il n'utilise pas l'iPad pour tout faire, il utilise l'iPad lorsqu'il en a besoin, il utilise tel outil lorsqu'il en a besoin. Et l'idée, c'est d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire de voir le potentiel, de voir les possibilités offertes par l'outil. Et alors, ça possède un outil d'apprentissage, hein, dans lequel vous pouvez gagner des badges, évoluer vers un statut qui s'appelle le statut d'Apple Teacher. Alors, l'avantage, c'est que non seulement vous allez évoluer, gagner des badges, vous allez vous former ces fameuses compétences dont parlait Nicolas tout à l'heure. Et en plus, vous allez accéder à des ressources de la communauté d'enseignants qui y participent et qui postent aussi des séquences, des séances en classe. Et évidemment, tout ça, c'est accessible gratuitement, donc profitez-en, j'ai envie de dire. donc voilà, c'était le petit détail, hein, que je voulais aussi vous partager. Quoi d'autre encore? Non, je pense qu'on a fait le tour, donc n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire, comme de tous les autres, sur notre chaîne YouTube BIMP. D'ailleurs, je vais vous partager, pourquoi pas, alors attendez, je cherche ma chaîne, je vais vous la mettre dans le chat, comme ça, ce sera plus rapide pour vous pour aller visiter ça. Je vous laisse aller voir, voilà, je vous la mets ici dans le chat, et je la remettrai évidemment en commentaire et tout ça dans ce que vous allez recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, partager hein, tous nos contenus, hein. Le but, c'est de pouvoir aider tout le monde, tous vos collègues, vos amis, même des élèves, pourquoi pas, s'il y a des thèmes qui peuvent les intéresser. Donc, comme je vous le disais, si cette session vous a plu, je pense que c'était bien, c'était animé. Ça a fait plaisir de revoir aussi des
des anciennes connaissances, donc c'est super, on s'est retrouvés, c'était convivial. Et ben on remet ça donc dans 2 semaines, donc le 30 novembre, 14 h, avec donc Richard Lemaguet. Et donc sur le thème de comment peut-on s'adapter justement et adapter notre enseignement aux élèves à besoins spécifiques. Voilà, donc un grand merci encore Nicolas. Avec grand plaisir. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt.